sur le plan relationnel, une certaine affection que les Congolais manifestent vis-à-vis de la France. Et d'ailleurs, c'est le pays où ils vont souvent. Mais donc ça, le casser, ce serait vraiment voir des choses paradoxalement. Ça touche, ça laisse encore l'image d'un président qui vient en France chercher les sous, juste président Soko. Moi, je n'ai pas cette information. En tout cas, c'est l'information que nous avons. Enfin, moi, ça ne m'étonne pas. Mais bon, je n'ai pas. Moi, ça ne m'étonne pas s'il faut dire les choses crûment. La France a toujours été un partenaire aussi économique du Congo, a toujours soutenu aussi le Congo dans des moments difficiles. Le Congo aussi a surtout aussi soutenu la France aussi dans des moments difficiles. Il faut le dire. Il suffit juste à lire l'ouvrage de M. Bourgi pour comprendre que la France aussi a été largement soutenue par certains pays de l'Afrique. Bonsoir à tous. Le président Denis Sassou Nguesso est attendu en visite officielle à Paris ce jeudi 22 mai. Quel est le sens de cette visite, plusieurs fois reportée? Quel est le bilan des relations entre la France et la République du Congo? Et surtout, comment collaborer dans un monde en pleine mutation? Pour en parler, je reçois Juste Prudence Oko, ancien porte-parole de la Fédération du PCT en France. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Heureux de vous revoir sur le plateau. Le docteur Ben Luther Touré, enseignant à l'Université Paris-Nord-Sorbonne. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Carlyle. Monsieur, en un mot, comment qualifierez-vous les relations franco-congolaises? Juste pour Soko. Bien, merci. Les relations franco-congolaises sont des relations qui sont au bon fixe. Ouais. On va le dire comme ça. Mais comme un peu partout où la France coopère avec certains États africains, il peut arriver par moments qu'il y ait des périodes où il y a un peu de tension. Je vais le dire comme ça, mais sinon des relations au beau fixe pour vous. De façon générale, au bon fixe, oui. Docteur Ben Luther. Alors, je pense que la France et le Congo sont deux pays qui sont par déterminisme historique, sont appelés à, en quelque sorte, avoir des liens solides, puisque cela ne nous a pas échappé que c'est Brazzaville qui était la capitale de la France libre le 28 août 1940, et donc, notamment donc, après les trois glorieux, c'est-à-dire les journées de 26, 27 et 28 août de la même année, où la France avait eu recours aux pays de l'Afrique équatoriale française, notamment en termes d'hommes ou de matières premières indispensables pour permettre notamment à la France de lutter aux côtés de ses alliés. Et aussi, lorsque nous arrivons en 1958, la France avait créé ce qu'on appelait la communauté française. Et le Congo est resté dans cette communauté, quand bien même que le Congo, le 28 novembre 1958, avait proclamé la République du Congo, alors que d'autres pays comme la Guinée-Conakry, par exemple, avaient pris son indépendance. Le Congo est toujours resté solidaire avec la France. Donc aujourd'hui, ces relations ont évolué, c'est vrai, puisque les visions en même temps ont changé, les hommes ont changé également. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ces relations sont au beau fixe, comme disait le doyen. Mais on peut noter aussi, quelque part, qu'il y a un certain nombre de galmatia parfois dans ces relations, des zones de brouillage dans ces relations. Mais sinon, qu'à cela ne tienne, les relations sont au beau fixe. Aux relations au beau fixe, donc, messieurs, est-ce qu'on peut dire que cette relation a toujours bénéficié aux Congolais? Je ne sais pas ce qu'on entend du côté de Brazzaville sur juste dans ce cas. Bon, dire que ces relations ont toujours bénéficié aux Congolais, on ne peut pas présenter les choses de cette manière lorsqu'on connaît la nature de cette relation
comme le disait le docteur tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une relation parfois qui est à dents de scie. Mais on arrive quand même à maintenir une certaine stabilité dans la continuité. Et c'est ce qui justifie la durabilité de cette relation. Dire donc, en toute effectivité, que cette relation profiterait aux Congolais à 100%, non. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avec la contexture actuelle de la coopération bilatérale entre la France et de nombreux États africains, vous réalisez, sinon vous pourriez réaliser éventuellement que il y a des tendances au niveau, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, où certains États commencent à se défaire ou à se départir de cette relation. Vous voyez? Mais ce bras de fer qui existe, mais qui n'existe pas aussi parce que on n'ose pas trop en parler, est un peu reparti dans toute la région africaine, on va le dire. Mais il y en a qui osent une diplomatie qui est une diplomatie douce, qui fait en sorte que, bon, qu'il n'y ait pas trop de bruit, et comme c'est le cas dans l'AES aujourd'hui. Dans le Congo, aujourd'hui, le chef de l'État le dit à Dieu et à dire, il dit clairement que le Congo prône une diplomatie multilatéraliste. Donc, un pied à Moscou, un pied à Paris. Mais ça ne veut pas dire ça. Le multilatéralisme est universel, monsieur. Oui, mais c'est pas le, et donc, le cas aujourd'hui. Il ne s'applique pas que sur l'axe Moscou ou sur l'axe... enfin, il y a deux blocs. Et voilà. Les deux blocs ne sont pas encore visiblement de retour. Hein. Attendons que ce soit officiel. Ben, ils sont en train de batailler. Ben, est-ce qu'il y a un sentiment anti-français au Congo-Brazza, selon vous? Bon, sentiment anti-français... M. Oko a fait vraiment une belle analyse sur le côté de l'Afrique de l'Ouest, mais on a l'impression que le Congo est un peu isolé sur ce sujet. Enfin... Alors, d'abord, pour revenir en fait à la première question, je pourrais peut-être répondre à cette question par une autre, en disant que est-ce qu'on peut trouver un exemple d'un seul pays en Afrique centrale, hein, francophone, qui est développé, ou qui a été développé par la France? Ça n'existe pas. Donc, comme disait le doyen, c'est un constat qui est général dans la sous-région. Hein, et il faut dire les choses telles qu'elles sont, sans langue de bois. Les relations entre la France et certains pays d'Afrique ont plus profité à la France qu'à ces pays-là. Mais à côté, on ne peut pas ignorer aussi le fait qu'il existe quand même, notamment dans le cas de la France, l'aide publique au développement, hein, que la France parfois octroie à ces États pour pouvoir peut-être se doter d'un certain nombre d'infrastructures, etc. Voilà, ça on ne peut pas l'ignorer. Maintenant, pour... revenir à votre question sur le sentiment anti-français ou pas, je ne pense pas que ce soit aussi... Bon, c'est pas un sentiment anti-français, ça peut être un sentiment anti-politique française peut-être, mais pas un sentiment anti-français. D'accord ? Les Français circulent librement au Congo, les Français sont accueillis au Congo comme il se doit, voilà. Mais il y a peut-être un bémol sur la politique française en Afrique. Et ça, ce n'est pas que le cas du Congo, mais ça existe un peu. Et ça m'amène à aller un peu plus loin. Excusez-moi, sur le sentiment anti-français, je voudrais dire un mot, si vous voulez. Allez-y. Vous savez, comme venait de le dire le docteur tout à l'heure, vous savez, la France a une relation qui a connu une certaine particularité à un certain moment avec le Congo. Vous savez que jusqu'en avant 1960, on parle du moyen Congo, et donc le Congo fut un pays français. C'était un pays français. Donc tous les Congolais, qui étaient nos arrière-grands-parents, c'était des Français. Territoire français. Oui, donc nous avons une certaine particularité. Donc il y a, on va dire, sur le plan relationnel, une certaine affection, oui, que les Congolais manifestent vis-à-vis de la France. Et d'ailleurs, c'est le pays où ils vont souvent. Mais donc ça, le casser, ce serait vraiment voir des choses paradoxalement. Mais ce que je veux dire, c'est que au jour d'aujourd'hui,
vu la contexture, je l'ai dit tout à l'heure, actuelle, je pense que les nations voudraient peut-être qu'il y ait un peu de... qu'on relâche un peu cette diplomatie qui prône un peu du paternalisme. C'est là que je voulais en venir tout à l'heure. Avec les relations de deux hommes, vous avez parlé aujourd'hui de sentiments plutôt anti-élite française. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Sassou, le président Macron ont su trouver, je dirais, la bonne musique pour pouvoir mettre en marche les choses? Alors, moi, je dirais que, déjà, ça ne sera pas pour la première fois que les deux chefs d'État vont se rencontrer. Bon, on se souvient aussi de la tournée du président Macron un peu en Afrique. Il y a fait quelques heures à Brazzaville. Bon, dire aujourd'hui, conclure aujourd'hui sur ce point de vue, je ne pense pas encore, mais en tout cas, il y a une volonté de la part des deux chefs d'État de vouloir se converger quand même un peu ensemble et de trouver des solutions idoines pour les intérêts des deux pays. Parce qu'il ne faut pas se le mentir, la diplomatie, c'est une question d'intérêt, c'est de la réelle politique. Exactement. Donc ce sont des intérêts. Donc, attendons de voir ce qui va se profiler après cette rencontre. Mais par extension, cette question rejoint un tout petit peu, enfin on va dire légèrement, la question que vous m'avez posée lors de mon dernier passage ici. En fait, ce qui est là, le président de la République, en arrivant, donc il arrive demain, il a tout un programme, même si nous n'avions pas le chronogramme encore, mais nous savons que... Voilà, dans ses bagages, il y aurait donc un volet économique, un volet diplomatique, clairement, un volet judiciaire aussi. On mettra les pieds dans le plat tout à l'heure. Exactement. Ça tombe bien. Donc voilà, visite officielle qui commence demain avec l'accueil aux Invalides, visite à l'Élysée, rencontre au Sénat. C'est ça. Mais monsieur, il y a plusieurs sujets qui seront abordés. Vous avez parlé de la question judiciaire, je pense que c'est la question notamment de l'affaire des biens mal acquis qui a meublé un peu l'actualité. Bon, vous avez même reçu ici pour en parler. Le docteur Belluta a fait l'analyse sur ce sujet. D'accord. L'affaire des biens mal acquis, je précise, qui vise directement la famille présidentielle. Docteur Belluta nous parle d'un éventuel accord de coopération judiciaire entre les deux pays. Quels pourraient être les contours de cet accord-là, sachant qu'il existe déjà des accords? Oui, il existe des accords. D'ailleurs, le premier date de 1962, mai 1962, qui a été renforcé le 1er janvier 1974. Donc là, voilà. Ratifié en 1975. Ratifié en 1975. Par le Parlement congolais. Exactement. Donc là, ça va être finalement peut-être... je ne dirais pas peut-être un autre accord, mais c'est peut-être dans la continuité, dans le renforcement, puisque vous savez, des accords qui datent de 1974, ça fait déjà quand même plusieurs... Ils servent à quoi ces accords-là? Il faut nous expliquer. Alors, généralement, ces accords de coopération judiciaire servent à quoi? Premièrement, c'est des questions liées à l'entraide, judiciaire, c'est-à-dire que l'on va en quelque sorte avoir une coopération judiciaire élargie, directe et efficace pour pouvoir recueillir un certain nombre d'éléments de preuve. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle parfois des commissions rogatoires, c'est-à-dire un acte que le juge français, lorsqu'il est saisi d'une infraction commise par exemple au Congo, il va devoir demander à son homologue congolais ou aux officiers de police judiciaire des informations, d'accord, de procéder à des informations saisies, auditions, etc., pour pouvoir avoir des éléments suffisants pour statuer. Il y a aussi la question, par exemple, de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice, ce qui permet donc à nous, par exemple, ressortissants congolais en France, d'éviter des procédures d'exéquatur ou de faire respecter le principe de nobis indem, c'est-à-dire les mêmes faits ne peuvent pas donner lieu à deux jugements. Voilà. Il y a aussi la question, surtout, qui est très importante, de l'assistance judiciaire. L'assistance judiciaire qui est une question qui s'effectue souvent par le biais de ce que nous appelons dans le jargon juridique la caution judicatum solvi. C'est-à-dire que si un ressortissant, l'État français doit prévoir une caution pour, par exemple, un ressortissant congolais qui serait condamné à payer des dommages et intérêts, par exemple, en France, l'État va lui garantir le paiement de ces dommages et intérêts-là.
Puis enfin, bon, il y a des questions parfois liées à l'extradition, à la formation des magistrats, etc. Et puis des questions liées à la compétence juridictionnelle. Mais généralement, ça tourne autour de ça. Mais à quoi un tel accord pourra servir, notamment dans la question des biens mal acquis? En termes de compétences juridictionnelles, par exemple. Ça dit qu'on ne va plus poursuivre la famille présidentielle ici? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, d'abord, quand on parle de la famille présidentielle, mettons le président un peu de côté parce qu'il bénéficie des immunités. Des immunités, oui. Mais pas sa famille. Ici, voilà. Il bénéficie des immunités. Donc, on le met de côté. Déjà, de ce point de vue, la procédure, elle a été viciée dès le départ. Oui. Voilà. Si on revient à la question des biens mal acquis, les biens mal acquis, ce n'est pas une notion juridique. Hein. Ça n'est pas une notion juridique. Ce qu'il y a derrière, c'est soit l'infraction de la corruption ou du détournement. Alors, le juge français s'est déclaré compétent parce qu'en matière d'immeuble, le juge compétent, c'est celui du lieu de la situation de l'immeuble, du bien. Okay. Mais sauf que cette affaire a une particularité, c'est qu'il y a des éléments d'extranéité. Okay. Ça touche des ressortissants congolais. D'accord? Alors, il y a des éléments d'extranéité. Donc, si le juge français s'intéresse aux biens acquis illégalement, ça veut dire qu'il s'intéresse soit à l'infraction de la corruption ou de détournement. Or, si ces infractions ont lieu, donc elles auraient été donc commises au Congo. Or, selon le code même de procédure pénale. D'accord, le juge compétent est celui du lieu de la commission de l'infraction. Donc, de ce point de vue, le juge français n'est pas compétent. Et c'est là d'ailleurs que l'accord va être important en termes de commission rogatoire. C'est-à-dire que le juge français ainsi saisi doit maintenant saisir son homologue congolais ou les OPJ du Congo pour avoir un certain nombre d'informations. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette affaire dure. Il n'y a pas eu de commission rogatoire. Oui, voilà, dure. Ça fait près de 18 ans que ça dure parce qu'il n'y a pas assez d'éléments de preuves. Oui. Et si on va encore un peu plus loin, en termes, par exemple, du droit international, il y a la Convention de Mérida, par exemple, de 2003, qui n'octroie nullement la compétence à un État étranger pour des faits de détournement qui auraient été commis dans un autre État. Vous voyez? Donc, c'est ça. En fait, je pense que... pour aller encore plus loin, cette affaire des biens mal acquis, je l'avais dit ici, en tant qu'observateur de la politique, moi, relève plus de la politique que du judiciaire. Voilà. D'ailleurs, même Madame Eva Joly, l'ancienne juge d'instruction en charge de ce dossier, avait, on se souvient des déboires qu'il y avait eu avec Rachida Dati, qui était de la justice, voilà, qui disait que il y avait, le procureur recevait des ordres pour mener ces enquêtes-là et qu'elle recevait de la pression politique sur cette affaire. Donc, à mon sens, ça relève plus de la violation des règles de droit. Mais en tout cas, les Congolais sont beaucoup attachés aussi à la justice. Donc, j'espère que si un accord empêche le jugement ici à Paris, les choses pourraient être quand même jugées à Brazzaville. Bien sûr, oui. Parce que les Congolais sont beaucoup attachés à la justice. Oui. Il faut que ce soit, si l'intérêt de cet accord, c'est ça en fait. Il faut bien que ceux qui ont détourné de l'argent public soient à un moment à l'autre au Congo. Parce que l'idée, ce que je crois même, ce qu'on avait eu dans un échange en off avec des personnes bien placées, qui nous avaient dit que le but de ces procédures-là, c'était de récupérer de l'argent, de saisir les fonds des biens mal acquis et les redistribuer via l'aide publique au développement. Là encore, c'est là aussi le problème. En 2021, la France avait adopté... On ne peut pas commercialiser le droit. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne façon de faire. Ouais. Il faut sortir de cette logique-là qui me paraît un peu colonialiste. Ça. Il faut arrêter ça. Et je n'ai pas envie de revenir là-dessus parce qu'on en a parlé. Très belle émission, bien sûr. Ouais. En tout cas, merci, docteur, pour ces éclairages. Il y a aussi, vous avez parlé de coopération économique, ça tombe bien, parce que selon les informations de Jeune Afrique, le président devrait demander un appui budgétaire pour faire face à des difficultés de trésorerie. Ça touche, ça laisse encore l'image d'un président qui vient en France chercher les sous, juste président Soko. Moi, je n'ai pas cette information. En tout cas, c'est l'information que nous avons. Moi, ça ne m'étonne pas. Ouais. Mais bon, je n'ai pas. Moi, ça ne m'étonne pas s'il faut dire les choses crûment. La France a toujours été un
partenaire aussi économique du Congo, a toujours soutenu aussi le Congo dans des moments difficiles. Le Congo aussi a surtout aussi soutenu la France aussi dans des moments difficiles. Il faut le dire. Il suffit juste à lire l'ouvrage de M. Bourgi pour comprendre que la France aussi a été largement soutenue par certains pays de l'Afrique. Donc si aujourd'hui le Congo est en difficulté, bah oui, le Congo peut solliciter ses partenaires, que ce soit même la France, la Chine, la Russie, peu importe, c'est pas étonnant. Ça ne vous gêne pas ces procédés? Enfin, c'est un peu... Non, mais moi je pense que au fur et à mesure que les choses évoluent, il va falloir, c'est pas que le Congo, je crois que l'Afrique en général. Oui, je fais un constat général. Oui, en général, l'Afrique, à un moment donné, il va falloir que nous mettions un peu d'ordre dans nos approches diplomatiques, notamment celle-ci qui nous réduit. En fait, c'est ce que vous voulez dire. Ça, oui, justement, c'est pour ça que j'ai posé la question. Parce que dans un article de presse, ils disent le président est venu demander un appui mais moi, vous savez, un appui budgétaire ne signifie pas seulement un financement direct de la France. Ça. Le Congo a un dossier aujourd'hui au FMI. Au FMI, oui. D'accord, donc ça veut dire que la France peut appuyer. Non, clarifions parce que ça, on le fait souvent. La phrase telle qu'écrite dans un article de presse, comme vous l'avez dit, réduit quand même. Oui, ça paraît un peu lapidaire. Je ne pense pas que ce soit l'objet. L'objet central de cette visite. Non, même pas. Il y a en fait, il y a toute une vue panoramique des sujets qui vont traiter avec son homologue. Oui, pour aller... Donc, on ne va pas réduire ça à la... Pour avancer aussi, la crise à l'Est, la RDC sera également abordée. Messieurs, lorsqu'on voit le développement des médiations à l'Est de la RDC, que peut encore faire le président Sassou ? Non, le président Sassou a toujours été un fin négociateur dans la région. Ça, je vous l'ai dit. En fait, c'est quand même dommage qu'on revienne sur... non, c'est un sujet qui sera abordé. À peu près, ah oui, d'accord. Un sujet qui sera abordé durant aussi la rencontre. Alors, le comment il peut peser aujourd'hui dans la négociation ? Le président Sassou est un fin négociateur. Donc, c'est reconnu. Et c'est dans cette optique, d'ailleurs, qu'il assure sa mission au niveau de la Libye. Ouais. Où je vois... les choses ont bougé, là. Tout récemment, j'ai suivi des infos. Mais je pense que il ne sera pas gêné de prendre un engagement pour essayer de conduire les pourparlers dans ce sens. Il en a déjà fait. Il est un peu mis à l'écart, là, dans le nouveau lot de médiateurs annoncés. Au niveau de la RDC, mais on ne s'impose pas. Nous sommes dans un domaine qui est diplomatique. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? C'était ça ma question. Alors, moi, je dirais une chose. D'abord, il faut se rappeler que les deux Congos sont deux pays qui partagent quasiment la même culture, etc. Si aujourd'hui Kinshasa tombe, Brazzaville en subira des conséquences directes, d'accord? Donc, à l'heure actuelle, la ville de Brazzaville, surtout, est devenue comme une espèce de on va dire, entre guillemets, je mets entre guillemets, bouclier en quelque sorte pour protéger la ville de Kinshasa, d'accord? Et puis, je pense qu'aujourd'hui, puisque les médias ont parlé, etc., du fait que le président Sassou soit proche du président Kagame, qu'il soit aussi proche du président Tshisekedi. Donc, à cet effet, il pourra peut-être, il pourrait profiter de bonnes relations qu'il entretient avec les deux chefs d'État, peut-être pour essayer d'apaiser les choses. Mais bon, là, je pense que la médiation, en tout cas africaine, dans cette affaire ne sert plus à rien. Il faut qu'il y ait une démarche entreprise vers lui. C'est ça. Il ne peut pas s'imposer. On est bien d'accord, nous sommes en diplomatie, il y a des règles. Oui, bien sûr. Et il y a des principes. Les médiateurs ont été désignés par l'Union africaine. C'est ça. Il ne peut pas dire, bon, moi, président de Sassou Nguesso... Mais il a quand même son mot à dire, du haut de son expérience et de sa proximité avec... Ce dont vous parlez tout à l'heure, docteur, ça va de soi de l'équilibre sous-régional. Je crois que ce soit le Congo ou la RDC, le Cameroun ou le Gabon, nous avons besoin donc d'une stabilité régulière. Le Congo fait aussi partie de la région des Grands Lacs. Des Grands Lacs. Justement, donc...
que ce soit pour le commerce. Il y va de l'intérêt de tous les chefs d'État de la région oui. de contribuer à la Pas pacification de la pas RDC. que le président Denis Sassou Nguesso. Mais sur lorsqu'on voit le monde qui évolue, comment le Congo doit désormais organiser ses relations avec la France? C'est le mot de fin. Alors, je pense que organiser les relations avec la France, je pense que le Congo doit peut-être changer un peu sa vision, aller vers des relations qui sont un peu plus gagnant-gagnant, essayer un peu d'imposer son tempo à la France, peut-être de revoir un certain nombre d'accords qui souvent sont jugés par certains comme étant des contrats lyonnais qui introduisent un déséquilibre entre les deux pays, souvent au profit de la France. Donc c'est un peu d'avoir une nouvelle vision en fait dans la menée de ces relations diplomatiques. Juste pour dans ce cours. Oui, mais je pense que ce soit pour la France ou pour le Congo, vous comprenez que au regard du contexte régional actuel, à un moment donné, même si ce n'est pas encore le temps, à un moment donné, le Congo sera obligé, comme d'autres nations, à vouloir la révision de cette coopération pour l'emmener vers le gagnant-gagnant. Je crois que c'est ce que veulent nos frères de l'AES. En fait, le rejet de la France, comme vous avez parlé tout à l'heure, n'existe pas. La France n'est pas rejetée. C'est un système qui est rejeté. Un système qui a fait ses preuves, qui a fait son temps, qui a profité à la France et dont les Africains ne se retrouvent pas. Et le Congo ne restera pas seule nation, unique nation dans la sous-région à continuer à coopérer de cette façon-là. Donc aujourd'hui, il faut réimprimer une révision de cette coopération. Et ça viendra. Ça viendra. Et je pense que ça peut être aussi utile, pas que pour le Congo, mais pour la France, qui pouvait anticiper par anticipation. Moi, je crois que le président Macron avait pris une disposition qui a affaibli, on va dire, la sphère diplomatique française. Laquelle? Je crois qu'il a essayé de revoir au niveau de la formation les cadres. Ah, là, vous parlez de quoi? Oui. De la réforme du corps diplomatique français? Oui, il y a tout ça. Mais ça c'est une erreur grave parce que la France faisait partie des États où les diplomates étaient les meilleurs, comme les Américains, les Français, ainsi de suite. Quand on parlait du Quai d'Orsay, c'était une marque dans le monde, le Quai d'Orsay. Mais aujourd'hui, quand on voit les diplomates, regardez, il y a un diplomate qui, au Cameroun, avait été rejeté. Le président Biya, le gouvernement camerounais a dit non. Il ne peut pas être ici et il était parti au Congo pour des raisons X que je n'évoquerai pas ici, mais vous savez de quoi je parle. Vous voyez? Donc je crois que la France a intérêt à améliorer cet espace-là de coopération avec les régions d'Afrique, à assouplir certains engagements qu'elle a eu à prendre dans une époque qui aujourd'hui révolue. Parce que le Congo ou d'autres États africains aujourd'hui regorgent la majorité des jeunes sur le plan démographique. C'est ça qu'il faut assainir les conditions. Exactement. Dans notre pays, il faut balayer devant sa porte. Je pense qu'il y a une phrase qui résume un peu tout ça, c'est celle du président Tshisekedi a tenue lors de la mission de président Macron en RDC, qui disait à la France que désormais, il faut nous regarder comme des vrais partenaires et non toujours avoir un regard paternaliste sur nous. Donc, mais vous savez, comme je le disais, pour qu'on puisse se faire respecter, il faut savoir aussi imposer le respect. C'est ça aussi le problème. Car charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci, messieurs. Merci à Moustapha Kanté. Et surtout, bonne suite de programme sur les antennes de Télé Sud. Nous sommes mobilisés pour suivre cette visite officielle avec des émissions jusqu'à vendredi soir. Restez sur nos antennes pour être au cœur de cette visite. Bonne suite de programme et à bientôt.